Bien, parlons donc des deux principes que John Rawls définit dans Théorie de la justice. Ces deux principes qui servent de critères aux institutions modernes dans leur effort pour promouvoir la justice. Le premier principe, c'est l'idée d'une égalité pour tous, une égalité d'accès pour tous aux libertés fondamentales. Alors là, il y a quelque chose d'éminemment moderne qui va profondément contre l'esprit médiéval. Je vous rappelle que l'ancien régime, c'était le régime des privilèges, c'était le droit d'exception pour le clergé, d'une part, pour la noblesse de l'autre, c'est-à-dire pour certaines catégories de population qui rendaient des services particuliers à la société et qui, pour la noblesse par exemple, payaient l'impôt du sang. Mais au XVIIIe siècle, cette répartition, disons, des charges et des avantages de la vie sociale est remise en question et ces privilèges ne semblent plus justifiés. On va les remettre en question, on va remettre en question ce régime des hiérarchies, des patronages, ces inégalités, des rapports entre vassal et suzerain, entre hommes libres et serfs, entre hommes et femmes, et on va promouvoir une société basée sur l'égalité d'accès pour tous à des libertés fondamentales. Alors, ces libertés fondamentales, elles sont relativement nombreuses, mais je vais en citer quelques-unes. C'est, par exemple, la liberté d'aller et de venir, c'est la liberté d'expression, spécialement pour la presse, qui va jouer un rôle de plus en plus important dans les institutions modernes. C'est aussi, par exemple, la liberté de conscience, la liberté de croire ou de ne pas croire. Voilà. Le deuxième principe de John Rawls, c'est le principe selon lequel les inégalités, s'il y en a, et il y en a évidemment des inégalités sociales et économiques entre les citoyens, les inégalités sont justifiées dans la mesure où elles profitent relativement aux plus défavorisés, aux plus démunis. Il est inévitable que les riches s'enrichissent, mais cela est tolérable si, je dirais, si et seulement si, dans la mesure seulement où les plus pauvres eux-mêmes voient leurs conditions de vie s'améliorer. Alors cet état de fait n'est pas évident au XIXe siècle. Vous vous souvenez peut-être de Germinal, vous vous souvenez évidemment d'un certain nombre de luttes sociales, de l'apparition même de la question sociale au milieu du XIXe siècle. Mais évidemment, tout au long du XXe siècle, ce siècle dans lequel John Rawls écrira la théorie de la justice, eh bien, c'est un siècle où les conditions de vie des plus démunis, des plus défavorisés s'amélioreront effectivement. Et c'est vrai surtout après la Seconde Guerre mondiale, pendant la période des Trente Glorieuses. Les riches s'enrichissent énormément, mais les plus pauvres aussi s'enrichissent. Le gâteau augmente, mais les plus pauvres en tirent un certain profit, ce qui légitime cet état de fait. Il n'en est plus tout à fait de même depuis les années 2000, et là, ce deuxième principe défini par John Rawls dans la théorie de la justice, ce deuxième critère est peut-être le critère sur lequel vient achopper la modernité, sur lequel viennent achopper les institutions modernes qui s'avèrent de plus en plus incapables d'assurer, de garantir pour les plus démunis, pour les plus défavorisés, une amélioration de leurs conditions de vie. Je pense par exemple à ce qu'en France,
on appelle depuis Chirac la fracture sociale. Mais je pense d'une manière plus générale au fait que dans le monde, comme vous le savez peut-être, 1% des plus riches gagnent autant que 57% des plus pauvres. Donc il y a une disproportion des inégalités qui sont de plus en plus fortes. Bon, c'est ce qu'on appelle en France, c'est ce qu'on a appelé la fracture sociale, et c'est un phénomène qui remet en question la légitimité des institutions modernes.